Choisir le savoir-être pertinent à la situation de travail. Le plan de cette présentation comporte 6 parties. Un processus, la compétence professionnelle, les comportements associés au savoir-être, la situation de travail, faire un choix et faites votre choix. Un processus. Le processus représente, comme je l'ai déjà présenté à la séance 2, la démarche didactique de formalisation du savoir-être. En plus de cette démarche didactique, nous allons voir comment, de façon tangible, on peut se baser sur des tâches professionnelles à réaliser et la situation de travail où elles se déroulent, pour déterminer les savoir-être pertinents à une compétence d'une fonction de travail. Une compétence professionnelle. J'ai également déjà expliqué ma représentation du concept de la compétence professionnelle. Mon schéma présente les composantes de la compétence avec le savoir, le savoir-faire et le savoir-être qui sont amalgamés les uns aux autres. C'est cet amalgame qui fait apparaître la compétence qui se manifeste à travers la compréhension qu'une personne a de ce qu'elle fait qui lui permet de manifester les comportements adaptés au contexte où se déroule l'action. On peut définir simplement la compétence professionnelle par le pouvoir qu'une personne possède de savoir bien faire son travail. Je constate également qu'une compétence possède différents niveaux qui s'atteignent en formation et au travail tout au long de la vie. Les comportements associés au savoir-être. Les comportements constituent la manifestation, par la personne compétente, des actes professionnels requis lors de la réalisation de ses tâches professionnelles. Les comportements se distinguent par l'action qui lui est associée. Il y a des comportements plus complexes à manifester et que l'on associe à des niveaux de compétences plus élevés. Toutes les fonctions de travail n'exigent pas le même niveau de compétence pour pouvoir les pratiquer, comme tous les savoir-être ne sont pas nécessaires pour pouvoir exercer une profession. Tout dépend de la complexité des situations de travail qui les caractérisent. Comme je l'ai déjà indiqué, le savoir-être est au cœur de la compétence. Ce savoir-être lie ensemble le savoir et le savoir-faire. Je représente ici la compétence en 6 niveaux. Le premier et le dernier niveau ne sont pas l'objet d'une formation directe. Le premier niveau, que j'identifie comme le niveau du survivant, représente l'absence de formation formelle et s'adresse à des fonctions de travail qui exigent des apprentissages peu complexes. Le survivant exécute de manière identique les façons de faire sans forcément en comprendre les principes en imitant les actions d'un tuteur ou des instructions écrites. À l'autre extrémité, nous retrouvons le niveau de l'excellence. Ce niveau est la conséquence de 2 conditions. La première condition consiste en une compréhension exceptionnelle des situations de travail, des circonstances qui s'y présentent en relation avec une grande variété d'événements et une conscience des conséquences de ces événements et des actions à adapter pour les gérer. La deuxième condition consiste en des aptitudes particulières qui appartiennent en propre à la personne et qui lui sont innées. Ce niveau de compétence se manifeste par la grande capacité d'innovation de la personne. Elle innove grâce à l'anticipation qu'elle est en mesure de faire du changement, dans le but d'appréhender les conséquences de l'innovation tout en gardant la maîtrise de la situation. Entre ces deux extrêmes se retrouve ce qui peut être développé dans le cadre d'une formation. Le deuxième niveau de compétence est celui du débutant. La personne est en mesure d'appliquer avec aide les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être nécessaires
à la réalisation de tâches professionnelles liées à des événements courants. Le troisième niveau de compétence est celui de fonctionnel. La personne est en mesure d'appliquer les procédures, les méthodes et les techniques de sa profession selon les règles de l'art avec autonomie. Le quatrième niveau est celui de la maîtrise. La personne est en mesure d'adapter ses pratiques en tenant compte des différents contextes de sa situation de travail en étant en mode solution. Le cinquième niveau de compétence est celui de l'expertise. La personne experte est en mesure de juger judicieusement la qualité et les conséquences de son travail avec honnêteté et objectivité en identifiant ses forces et ses faiblesses tout en faisant évoluer sa compétence. Ces différents niveaux servent à illustrer le processus d'évolution de la compétence d'une personne et de l'exécution, l'application, l'adaptation, le jugement et l'innovation dans ses pratiques de travail. Lors d'une formation initiale, il faut chercher à rendre la personne minimalement fonctionnelle. Pour chacun des niveaux de compétence, nous sommes en mesure d'y associer des comportements génériques ainsi que les savoir-être. Nous pouvons constater qu'une personne est fonctionnelle dans son travail lorsqu'elle est en mesure de préparer son travail en tenant compte du but, des objectifs et des contraintes tout en respectant les règles. En réalisant les pratiques en tenant compte des règles, des valeurs reconnues et des circonstances. Ce souci de se garder des marges de sécurité et de choisir des façons de faire qui tiennent compte des règles et des circonstances. De partager ses connaissances avec les autres. De prévoir les circonstances et d'envisager des alternatives éprouvées avant d'agir et de vérifier la justesse de ses actions en fonction de la sécurité, du résultat attendu et de ses responsabilités. Les savoir-être associés à ces comportements sont l'organisation, la patience, la communication, l'initiative, l'efficacité, l'assiduité, le respect, le souci de protection, le maintien, l'autonomie et la persévérance. Les savoir-être sont ainsi liés au comportement exigé par le niveau de compétence à développer. Le niveau de compétence de la maîtrise comporte également des comportements caractéristiques auxquels on peut y associer des savoir-être plus complexes à faire développer. La personne en maîtrise est en mesure de repérer dans une situation de travail les indices qui provoqueront un ou des changements dans sa pratique. Elle est en mesure également de détecter les variables dans des situations de travail. Elle exploite des ressources pour comprendre, confirmer ou ajuster ses pratiques de travail. Elle est en mesure d'argumenter ses explications sur des informations fondées. Elle peut analyser des situations de travail, en déterminer les caractéristiques et identifier des mesures pour les considérer. Elle peut également diagnostiquer les causes de manquement et y associer des correctifs. Les savoir-être associés à ces comportements sont l'esprit d'équipe, l'intégrité, la polyvalence, la débrouillardise, la maturité et la vigilance. Ces savoir-être et les comportements qui les caractérisent font en sorte d'amener la personne à pouvoir s'adapter à diverses situations de travail. Le savoir-être les plus complexes à faire développer dans une formation sont l'audace, le jugement et la prévenance. Les comportements qu'il faut faire manifester doivent permettre de constater que la personne est en mesure de faire des pronostics sur les différentes conséquences associées aux circonstances et aux événements d'une situation de travail, d'anticiper les mesures à prendre selon la situation et prévoir des alternatives pour s'ajuster. Il faut être en mesure d'analyser divers points de vue à partir d'informations fondées dans le but de maintenir, d'adapter ou de reviser le sien. Il faut être également
pouvoir détecter les circonstances pouvant provoquer des réactions inappropriées dues à ses pulsions et ou ses émotions. On peut également décider des mesures à prendre selon les circonstances en s'appuyant sur des repères légaux, techniques et moraux. Et finalement, il faut être en mesure d'accepter de se confronter à d'autres opinions qui m'amèneront à préciser mes pratiques et ou à les adapter. Le développement de l'expertise constitue le plus haut niveau de compétence qu'une formation peut faire développer chez une personne. Ce qu'il est important de se rappeler est qu'il faut développer le niveau de compétence pour qu'il soit pertinent à la fonction de travail à exercer. La situation de travail. Pour bien comprendre le savoir-être, il faut bien comprendre la situation de travail qui en détermine la présence. Le savoir-être est implicite à une situation de travail où se déroule une activité professionnelle et où sont en présence plusieurs éléments qui permettent d'en comprendre le sens. Le savoir-être est comme l'air que l'on respire. On ne peut pas la percevoir comme telle, mais on peut en percevoir ses effets et leurs causes. De la même manière, la mise en place d'une situation de travail permet de donner du sens aux tâches à réaliser et aux pratiques de travail à adapter. Ce sont les effets des comportements à manifester selon le savoir-être et cohérents avec les causes de sa manifestation qui en permettent l'apprentissage et la compréhension. C'est dans ce contexte que l'événement devient l'élément dynamique de la situation de travail. La situation de travail détermine le décor de l'exercice d'une profession. Elle comporte les éléments les plus utiles à la mise en œuvre des compétences nécessaires à l'exercice de la profession. Domaine d'activité, but, lieu, acteurs, règles, temporalité, instruments et tâches. Le professionnel a une tâche à réaliser. Les tâches constituent les activités motrices et mentales de la fonction de travail. Elles constituent la responsabilité de la personne qui exerce cette fonction. Ce qui justifie la réalisation d'une tâche, c'est l'événement. L'événement est l'ensemble des faits probables obligeant la modification de la pratique de travail anticipée ou effective. Elle est utilisée dans la formation comme déclencheur de la nécessité d'adaptation de ces pratiques. Un événement est ce qui donne sa dynamique à la tâche du professionnel dans une situation de travail. L'événement donne le coup d'envoi des comportements. Ces comportements constituent la partie observable du savoir-être à manifester. C'est ce que la personne doit manifester pour agir en professionnel et établir un lien de confiance avec le ou les bénéficiaires de son travail. Il faut généralement plusieurs comportements pour observer le développement d'un savoir-être. Les comportements peuvent être distincts d'une compétence à l'autre. L'ajustement des comportements se réalise de façon pertinente en repérant les circonstances de l'événement, en tenant compte de la tâche à réaliser et des résultats attendus. Les circonstances, c'est ce qui caractérise un événement et qui détermine le contexte d'une tâche. Elles doivent être considérées pour qu'une personne compétente soit en mesure d'atteindre le résultat attendu de ses responsabilités professionnelles. Les circonstances ont des particularités qui font en sorte de rendre spécifique une pratique de travail. C'est à partir des circonstances que la personne situe ses repères pour ajuster ses comportements professionnels. La tâche consiste à ce qu'il faut faire et la pratique de travail qui en découle en tenant compte du contexte. La pratique représente un ensemble ordonné d'opérations, manœuvres, méthodes, techniques, procédures, protocoles ou instructions qui sont motrices ou mentales et qui permettent de réaliser en tout ou en partie une tâche selon un contexte en tenant compte des événements et des circonstances qui s'y déroulent tout en assurant l'atteinte du résultat attendu. Ces pratiques de travail peuvent être prescrites, c'est-à-dire qu'elles sont rédigées et doivent être appliquées, ce qui ne demande pas beaucoup de compétences en soi. Ou elle peut être effective, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux circonstances, ce qui demande nettement plus de compétences. L'assemblage de tous ces éléments constitue
le contexte de réalisation de la tâche et de la pratique de travail. Ce contexte est un ensemble de circonstances particulières dans une situation de travail qui détermine la façon dont une tâche doit être réalisée. Le contexte sert à découvrir le sens d'une information, d'une pratique ou d'un comportement. C'est le type d'événement qui détermine la complexité des pratiques à mettre en œuvre et le niveau de compétence à exercer. Tous ces éléments constituent des repères pour la personne qui l'informe sur les comportements à manifester selon les enjeux des résultats de la tâche à réaliser. Ces repères permettent à une personne de se situer dans un contexte de travail pour ajuster ses pratiques et son comportement. Ils sont constitués d'informations perçues et reconnues à partir des circonstances d'un contexte de travail et dont l'assemblage permet d'en comprendre les effets. L'événement détermine réellement le comportement. Donc, en résumé, dans une situation de travail, il arrive un événement qui justifie la réalisation d'une ou de plusieurs tâches. Selon la nature de l'événement, les circonstances en déterminent le contexte particulier. Les circonstances du contexte sont des repères pour justifier l'adaptation des pratiques de travail mises en œuvre par la personne compétente. La pertinence de la pratique s'évalue sur la base des comportements manifestés lors de sa réalisation. En plus de la dynamique de la situation de travail, il faut en comprendre les composantes pour pouvoir avoir le pouvoir d'agir dans son déroulement comme dans son dénouement. Pour mettre en scène des événements pouvant susciter des comportements, il faudra instrumenter chacune de ces composantes qui permettront la mise en scène pouvant susciter la manifestation des comportements professionnels adaptés et par conséquent du développement du savoir-être visé. La première composante est le domaine. Le domaine de la situation de travail détermine le champ d'activité de la situation de travail. Est-ce que cette situation est en lien avec les ressources naturelles, la transformation ou les services? Deuxième composante, le but. Le but constitue la finalité de la situation de travail, c'est-à-dire transformer de la matière première, offrir un service, collecter ou exploiter des ressources naturelles. Troisième composante, les lieux. Les lieux sont les endroits où se réalisent les tâches, le poste de travail, le bâtiment, un terrain. Finalement, nous retrouvons dans cette partie les acteurs. Les acteurs sont les personnes qui prennent part aux tâches à réaliser. Ces personnes sont les collègues, la direction, les clients, les intervenants, et ça peut aller jusqu'aux communautés. Cinquième composante, les règles. Les règles sont les prescriptions, principes de conduite, lois qui régissent le travail à réaliser. Elles comportent les règlements, le code de conduite, les instructions, les protocoles, etc. Sixième élément, les instruments. Une situation de travail est composée de ce qui est utilisé comme moyen pour réaliser les tâches. Les outils, l'appareillage, le mobilier, etc. Élément suivant, les tâches. Il faut déterminer le travail qui doit être exécuté dans un temps donné et sous certaines contraintes. Donc, il peut y avoir des tâches qui sont régulières, occasionnelles, exceptionnelles, etc. Finalement, il faut considérer la temporalité. La temporalité, est-ce qu'il possède une existence dans le temps? Donc, à quel moment le travail se fait, pour quelle durée, dans quelle période? En résumé, lorsqu'un événement se présente, il implique des acteurs qui ont des rôles respectifs à jouer. L'un de ces acteurs est celui qui doit réaliser les tâches correspondant au domaine d'activité de son organisation et au but de ses activités professionnelles. Ces tâches se réalisent dans un lieu à l'aide d'instruments en respectant certaines règles qui les encadrent. Ce travail implique d'autres personnes à divers moments. Ces moments constituent les jalons de la temporalité qui s'étale du moment de l'avènement de l'événement à sa conclusion. Comment faire un choix?
Choisir le savoir-être essentiel selon l'activité professionnelle se fait selon la fonction de travail visée. Cette fonction de travail implique des tâches relationnelles, manuelles ou technologiques. Elle peut également comporter plus d'une composante. Par exemple, une infirmière réalise des tâches qui lui demandent d'entrer en relation avec d'autres personnes, d'avoir une dextérité manuelle et de maîtriser plusieurs technologies. Le savoir-être se choisit également selon la situation de travail à gérer, les tâches à réaliser, la quantité et la variété ainsi que la complexité des événements déclencheurs à gérer selon les tâches sous sa responsabilité, selon les circonstances du contexte des événements, finalement, selon les enjeux des pratiques à réaliser et à adapter selon les événements. Voici un exemple de la façon d'analyser les tâches d'une fonction de travail pour en déterminer l'importance des enjeux qui seront pour nous des indicateurs pour le choix des savoir-être essentiels. La fonction de travail que j'ai choisie dans mon exemple est celle liée à la santé, assistance et soins infirmiers. Dans le programme de formation, j'ai choisi la compétence associée aux soins spécifiques. J'ai retenu pour mon exemple 6 enjeux. La qualité du travail à réaliser, la réactivité, c'est-à-dire la façon de réagir lors d'une intervention, la quantité de travail à réaliser, la conformité du travail, l'efficacité dans la façon de faire le travail et la sécurité du travail à réaliser. La compétence qui doit être mise en œuvre est de prodiguer des soins. Pour manifester cette compétence, la ou le professionnel doit réaliser des tâches associées à la planification du travail, les manifestations cliniques, les soins, l'administration des médicaments et la communication des informations. La compétence de prodiguer des soins spécifiques comporte 5 tâches principales qui se composent de 24 sous-tâches. De façon arbitraire, j'ai déterminé les enjeux qui pouvaient apparaître dans chacune des tâches. Cela a permis de déterminer 2 enjeux où il y avait plus de liens entre les tâches, c'est-à-dire les tâches qui avaient pour enjeu la conformité de leur réalisation ainsi que le souci constant de la sécurité. Ces 2 enjeux permettront, dans l'étape suivante, à repérer les savoir-être essentiels à l'exercice de cette compétence. Le choix des savoir-être essentiels peut être fait de la façon suivante. Ce choix se fait à partir de la compréhension de chacun des 24 savoir-être déjà déterminés comme référence. Les enjeux de conformité et de sécurité peuvent être associés à l'efficacité, l'organisation, la prévenance, la protection et la vigilance. À partir de cette déduction, le choix peut être fait de mettre en œuvre l'ensemble de ces savoir-être ou ceux dont la mise en scène est le plus réaliste dépendamment de l'environnement de formation. À partir des définitions que je vous ai proposées, vous pouvez faire un retour sur votre choix et les enjeux pour établir si votre choix est vraisemblable par rapport à la réalité du marché du travail. Pour vous assurer du bien fondé de votre choix, vous pouvez aller le valider avec les acteurs du milieu pour avoir leur assentiment. Dans le but de vous démontrer que les liens peuvent varier d'une fonction de travail à une autre, je vous propose un autre exemple tiré de la fonction de travail associée à la charpenterie et la menuiserie. J'ai fait le choix de la compétence « Construire des toitures ». De cette compétence, nous retrouvons 5 tâches principales et 18 sous-tâches. De la même manière que l'exemple précédent, j'ai déduit arbitrairement les enjeux qui pouvaient être présents pour chacune de ces tâches. 2 enjeux ont ressorti, celui de la conformité et celui de l'efficacité.
À partir de ces deux enjeux, je les ai associés à mes savoir-être pour cibler l'efficacité, l'intégrité et l'organisation. De la même manière que la compétence précédente, nous pourrions choisir ces trois savoir-être ou en sélectionner pour les faire développer aux personnes en formation. Le concept d'enjeu est ici au cœur de la sélection des savoir-être. Les pratiques qui sont mises en œuvre par le professionnel ont pour but de réaliser la tâche et d'atteindre le résultat désiré par son bénéficiaire. C'est le résultat attendu par le bénéficiaire du travail qui oriente les comportements à manifester. Un enjeu est constitué par la gestion d'un risque. Le risque, ici, est de réaliser un travail et d'atteindre son résultat malgré les circonstances en présence lors de l'apparition d'un événement dont la personne a la responsabilité de mener à bien. Faites maintenant votre choix. À partir des informations de cette présentation, vous devriez être en mesure de faire une sélection éclairée des savoir-être essentiels de la compétence que vous désirez développer chez les personnes que vous formez. Lors de notre prochaine séance, nous pourrons échanger sur la mise en œuvre de cette sélection. Cette sélection vous préparera à notre thématique du mois de février qui traitera des comportements à cibler selon les savoir-être sélectionnés et les tâches à réaliser. Les comportements à manifester sont en lien avec les personnes impliquées. Les comportements constituent l'élément distinctif d'une pratique. Le résultat d'une pratique repose généralement sur la manière de se comporter d'une personne lors de sa réalisation. Il est important de pouvoir les spécifier et en décrire les indicateurs. Les comportements permettent de déceler les éléments essentiels de la pratique à réaliser pour pouvoir répondre aux exigences attendues de la tâche. Les comportements sont les manifestations du savoir-être et constituent la pierre angulaire de la compétence professionnelle d'une personne.